Le 4 mai 1971, vers 22h45, se joue à Chicago le premier match de la finale de la Coupe Stanley entre les Canadiens de Montréal et les Blackhawks. Ce soir-là, la rencontre fut décevante pour Montréal. Certes, le numéro 7, Jacques Lemaire, avait marqué à la 12e minute de la deuxième période. Mais Chicago reprit l'avantage grâce à Bobby Hull, numéro 9, et Jim Papa, numéro 7, qui scellèrent la victoire en troisième période, puis en prolongation. Dans le petit village de Saint-Jean-Vianney, tout près du Saguenay, les voix des habitants résonnent encore dans la nuit alors qu'ils suivent le match. Chaque fois qu'un joueur s'approche du filet, un frisson parcourt les foyers. Mais il faut se rendre à l'évidence. La victoire ne sera pas pour ce soir. Pas grave. Même si ce match est perdu, l'espoir demeure. La coupe reste à portée de main, avec encore 6 rencontres à jouer. Peu à peu, l'heure du coucher approche. Les enfants dorment déjà depuis longtemps, et bientôt les radios et téléviseurs vont s'éteindre à leur tour. Mais soudain, l'électricité disparaît, plongeant des centaines d'habitations dans le noir. Le sol se met alors à vibrer, grondant sous les pieds des 1300 Vianois. Que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Dehors, un vacarme terrible s'élève. Des fracas, des craquements, comme si la terre elle-même se brisait. Quelque chose ne tourne pas rond. Des habitants ouvrent leurs portes, intrigués, et s'aventurent dans la rue pour comprendre. Et là, c'est l'horreur. Des poteaux électriques brûlent, la montagne qui borde le village a disparu. Et ce n'est pas tout. Au bout de la rue, il n'y a plus de maison. Personne ne comprend ce qui se passe. La nuit est trop noire pour voir clairement. Alors, certains avancent, prudemment, jusqu'à l'endroit où se trouvaient encore des habitations quelques heures plus tôt. Mais il n'y a plus rien. Le vide. À côté d'eux, des voitures glissent lentement, aspirées dans un gouffre. Leurs phares se dressent vers le ciel, puis s'éteignent d'un coup, avalés par la terre. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, ce sont les cris. Disons que quand on est approché du trou, on attendait une clameur qui montait du fond du trou. Quel genre de clameur? Des gens qui criaient, qui hurlaient, et des crises d'hystérie. Alors, paniqués, ceux qui voient ça comprennent immédiatement l'urgence. Il faut partir, et vite. Ils frappent violemment aux portes des voisins, hurlent de fuir, et courent chez eux réveiller les enfants. Endormis, ceux-ci ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi papa et maman leur crient de s'habiller en vitesse? Pourquoi vouloir sortir en pleine nuit? Le bruit se fait de plus en plus fort. À travers la fenêtre, ils voient la maison voisine s'effondrer, emportée par le sol. Il n'y a plus le temps de réfléchir, ni de prendre des affaires. Il faut partir tout de suite. Qui sait quand leur propre maison va s'écrouler à son tour? Si, là, on a entendu cogner dans la porte à coups de pied. Ils ont dit « Sauvez-vous, gardez les maisons dans le milieu du chemin ». Fait que là, on a pris les enfants, puis on n'a pas eu de temps, on est tout parti nu-pieds. Mon mari a eu le temps d'embarquer dans l'auto puis s'en aller. Et alors qu'ils fuient, à pied ou en voiture, en criant aux voisins de partir, ils jettent un dernier regard derrière eux. Ce qui était leur foyer, l'endroit où ils pensaient passer leur vie, où leurs enfants allaient grandir, glisse lentement dans un gouffre qui s'agrandit. Toute leur vie, tous leurs biens, tombés dans le vide noir et boueux. Il ne reste plus rien, sauf leurs enfants et les vêtements qu'ils portent. C'est tout. D'abord, je ne les ai pas crus, je suis sorti dehors. Là, j'ai vu une maison à peu près à 500 pieds chez moi qui s'est effondrée. J'ai pris les enfants, puis on est tous sortis de la gang. On n'a plus de maison, plus rien. Est-ce que leurs voisins ont pu se sauver? Ils avaient des amis au bout de la rue. Que sont-ils devenus? Ce qui vient de se passer? Un glissement de terrain meurtrier. Une des pires tragédies de l'histoire du Québec. Vous êtes sur RTVA. Bienvenue. Maintenant que vous avez ces images en tête, on va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Comment ce phénomène a-t-il pu arriver? Et pour commencer, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'un glissement de terrain? C'est un phénomène géologique naturel qui consiste à un déplacement d'une grande quantité de sol, de roches ou de débris le long d'une pente. Il se produit lorsque la structure du sous-sol qui retenait ces éléments en place est dépassée, provoquant leur glissement vers le bas. Plusieurs facteurs peuvent déclencher ces événements. Des conditions géologiques particulières, comme la nature et les propriétés du sol et du sous-sol, une érosion naturelle qui est déjà présente, des précipitations intenses et prolongées, une fonte rapide de la neige, un séisme, une activité humaine comme une excavation, du remblayage, des drainages, de l'abattage d'arbres ou des constructions sur des pentes trop importantes.
Dans le cas de la catastrophe de Saint-Jean-Vianney, il faut remonter un peu en arrière dans les années 1971 pour comprendre toutes les raisons qui ont mené à ce drame. En 1971, le Québec a connu plusieurs événements météorologiques et naturels marquants. L'un d'eux reste célèbre sous le nom de la tempête du siècle. 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 La tempête de neige se poursuit présentement toujours à C'est Montréal. la pire tempête et nous avons beaucoup de difficultés à faire le doublement des routes. Les 4 et 5 mars, une dépression venue de la Caroline du Nord a balayé la province avec de fortes rafales de vent et jusqu'à 4,5 mètres de neige à Québec, paralysant la circulation et immobilisant de nombreux véhicules. Bien que cette tempête ait principalement touché le sud de la province, le Saguenay a reçu des accumulations importantes. Un souvenir lointain de leur dernière tempête de neige de la saison, ce qui n'est pas le cas pour les citoyens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont encore subi une autre tempête hier. Posant déjà un premier stress sur le sol. La neige, ainsi tombée, a rapidement fondu lors d'une période de chaleur qui a suivi, et l'eau de la fonte a profondément imprégné le sol. Cette saturation a été accentuée par de fortes pluies en avril et au début du mois de mai, qui ont fait gonfler les nappes phréatiques et les rivières. La montée de la table d'eau a exercé une pression considérable sur la couche d'argile profonde, fragilisant davantage le terrain. Le village de Saint-Jean-Vianney, comme beaucoup d'autres villages québécois, repose sur de l'argile de Léda, typique des régions nordiques. Cette argile a la particularité de passer d'un état solide à un état visqueux lorsqu'elle est saturée d'eau douce, ce qui la rend extrêmement sensible aux mouvements de terrain. En conséquence, la composition géologique du sol exposait le village à un risque élevé d'affaissement ou de glissement. Pour compliquer encore la situation, le village est situé en bordure de la rivière au Vase et de son affluent, le ruisseau du Petit Bras, au bas d'un talus abrupt et vertigineux. était loin de soupçonner que cet incident était le signe avant-coureur de la catastrophe qui vient de survenir. Comme le souligne Didier Perret, chercheur en géosciences à la Commission géologique du Canada, tous les astres étaient alignés pour le drame. Il faut qu'il y ait des argiles sensibles à l'endroit. Ensuite, il faut qu'il y ait des talus à la fois qui soient suffisamment hauts et qui aient une pente suffisamment raide, ce qui est le cas près du ruisseau Petit Bras. Et ensuite, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Un premier avertissement de la nature avait déjà été donné quelques semaines auparavant. Le 24 avril 1971, un glissement de terrain de 220 000 pieds carrés, soit environ 20 500 mètres carrés, l'équivalent de 3 terrains de football, avait touché une parcelle agricole du village en bordure de ruisseau. Lorsque les pluies du début mai ont continué à saturer le sol, toute la résistance de la couche d'argile a fini par céder. La plaque argileuse entière s'est détachée et est tombée dans la rivière en contrebas. Et cette plaque n'était pas petite. Environ 6,9 millions de mètres cubes de terre ont été emportés, soit l'équivalent de 1760 piscines olympiques, sur une surface de 268 000 mètres carrés, l'équivalent de 38 terrains de football. Rien n'a résisté. Une boue noire et liquide a tout englouti. La terre, les maisons, les voitures et malheureusement les familles qui y vivaient. La masse de terre s'est déplacée à une vitesse d'environ 26 km/h sur une hauteur d'environ 30 mètres. Certaines personnes ont pu être secourues, s'accrochant courageusement au toit de leur véhicule ou à tout ce qui restait solide. Mais la majorité des habitants emportés ont été ensevelis dans la boue et ils sont restés prisonniers lorsque celle-ci s'est solidifiée. Il y a un char qui a tombé, puis il y a un gars qui a réussi à sortir. Il était tout bleu, magané. Puis il criait, ma belle-sœur restait dans le char, ma belle-sœur, ça a l'air que le char a disparu. Il y a un témoin qui a dit qu'il avait vu 3 autos avec les phares ouverts, les phares allumés. Puis à un moment donné, il a vu la terre glaise qui se fermait par-dessus l'automobile. Oui, puis il dit à un moment donné, j'ai tout perdu. Des couples, des amis, des familles entières ont disparu ce soir-là. Sans aucun avertissement, de la première dizaine de maisons englouties, personne n'a pu s'échapper. Pour les témoins, ils ont eu l'impression que l'enfer s'était ouvert sous leurs pieds. Les flammes en moins. Un groupe d'employés de l'entreprise d'Alcan se trouvait dans un autobus qui a dégringolé dans le cratère. Heureusement, tous les occupants ont pu sortir à temps du véhicule en passant par la porte arrière. Un autobus qui ramenait des travailleurs de l'Alcan a également sombré dans l'abîme. Le conducteur, M. Marcel Girard, a eu heureusement le sang-froid d'ouvrir la portière arrière du véhicule et tout le monde a eu le temps de sauter. 31 victimes ont été recensées, 49 maisons ont été emportées, 12 personnes n'ont jamais été retrouvées. Les corps, les boues
et les décombres se sont retrouvés jusque dans la rivière Saguenay. Le pont reliant Saint-Jean-Vianney à Chicoutimi-Nord n'a pas résisté. Il a aussi été emporté dans le Saguenay. Plus d'1 millier d'habitants se retrouvent à la rue, traumatisés par ce qui vient de se passer. Immédiatement, des secouristes, des policiers et des militaires de la base de Bagotville interviennent pour porter assistance aux sinistrés. À leur arrivée, ils doivent calmer les résidents, nombreux à pleurer, appeler au secours ou chercher désespérément leurs amis et voisins. Les sauveteurs doivent également sécuriser le périmètre et interdire l'accès au site, car l'effondrement du sol n'est pas terminé et certaines maisons continuent d'être emportées par le gouffre jusqu'au lendemain. Les services de police des municipalités voisines, Chicoutimi, Jonquière, Kenogami et Arvida, ainsi que la protection civile et la Croix-Rouge, organisent les secours aux victimes et l'accueil des survivants. L'ensemble de l'opération est coordonné par l'inspecteur Boisvert de la police de Chicoutimi, mandaté par le gouvernement du Québec pour assurer une organisation efficace et un déploiement rapide des services d'urgence. Les gymnases, centres d'accueil et établissements scolaires sont ouverts pour accueillir les familles. Des mesures sont rapidement mises en place pour garantir leur sécurité et leur fournir nourriture, vêtements et soutien. Dans les jours qui suivent, les géologues analysent le phénomène. Bien que tragique, cette catastrophe n'était pas totalement imprévisible. L'année précédente, un rapport prévisionnel avait déjà identifié cette zone comme présentant un fort risque de glissement de terrain. Des précédents historiques existaient également. Un glissement majeur avait eu lieu au même endroit en 1663 et avait généré un sol riche en sédiments mobiles. À la suite de ce drame, le gouvernement de Robert Bourassa ordonne le déménagement et l'évacuation du village. Le site est alors interdit à la population. Certaines maisons sont déplacées et peuvent encore être vues aujourd'hui dans les quartiers résidentiels de Jonquière, par exemple sur la rue du Buisson. Sur l'emplacement de l'ancien village, il ne reste désormais que quelques traces, comme des routes ou des fondations en béton, témoins d'un passé où des familles rêvaient de construire un avenir pour leurs enfants ici. En 2021, à l'occasion du 50e anniversaire de la catastrophe, une plaque commémorative en marbre noir est inaugurée à l'entrée du site. Elle rend hommage aux victimes disparues et rappelle ce drame qui a marqué l'histoire de Saint-Jean-Vianney. Ce qu'il faut retenir du passé, c'est qu'aujourd'hui, les signes de glissement de terrain sont surveillés avec une grande vigilance. Analyse de sol, étude du terrain, cartographie des territoires à risque, système d'alerte. Tout est mis en place pour prévenir plutôt que subir. D'autres glissements se sont produits depuis. Mais grâce à cette prise de conscience, la population a, dans la majorité des cas, pu être avertie à temps et fuir le danger. Une manière de rappeler que, même dans la tragédie, l'apprentissage peut sauver des vies. Pour conclure, j'aimerais revenir, au cœur de cette nuit tragique, sur un détail inattendu qui a très certainement changé le destin de plusieurs familles et sauvé la vie d'une majorité d'habitants. Leur passion pour leur sport national, le hockey. Ce soir-là, le premier match de la finale de la Coupe Stanley se jouait à Chicago. Retransmis plus tard que d'habitude, il a tenu éveiller une grande partie de la population. Sans cet heureux hasard, la plupart des habitants auraient déjà été profondément endormis et n'auraient pas forcément réagi à temps. Grâce à ce match, beaucoup ont eu le temps de fuir. Et sans lui, bien plus de familles auraient sombré dans le gouffre. Alors, pour ceux qui ne se passionnent pas pour le hockey, dites-vous que ce soir-là, le hockey était plus qu'un jeu. Il a été la différence entre la vie et la mort pour beaucoup d'habitants. Alors, longue vie à lui et à ses supporters. Et pour ceux qui sont partis dans ce drame, ou ceux qui restent avec leurs souvenirs, voici une citation que je trouvais appropriée de l'écrivain et philosophe français Jean d'Ormesson. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. J'espère que cette vidéo vous a plu. On sort un peu des sentiers battus, mais comme on vous l'a promis, on arrive avec plein de nouveaux contenus. Et si découvrir les catastrophes qui ont pu marquer le Québec et le Canada vous plaît, dites-le nous en brandissant vos pouces et en nous laissant un petit commentaire et bien sûr en vous abonnant. Sur ce, je vous dis au prochain épisode. Bye.